Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Scénariste, l'instant Pur Cinéma a le plaisir d'accueillir pour sa 20e entrevue et la 8e de cette saison 2, Michael Souhaité. Et avant toute chose, Michael, salut, comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va bien. C'est La top, pêche. le soleil est arrivé là depuis peu. Voilà, En exactement. ce mois de juillet, donc ça fait plaisir. On voit les sourires sur le visage de nombreux Français qui Exactement. apprécient enfin le retour du soleil. Exactement. Donc, ça va très bien. C'est ça. Alors, Michael, à l'heure où je te parle, un mail est prêt à t'être envoyé. Ce mail est complètement vide de contenu, mis à part 2 pièces jointes. Ces 2 D'accord. pièces jointes sont strictement identiques sur le fond. C'est donc sa forme qui D'accord. change, à savoir le format pour que moi je m'assure que tu puisses l'écouter, d'accord? Sinon elles sont strictement identiques. Ok. Tu le remarqueras, il s'agira donc Ok. de 2 fichiers audio. Michael, une personne que tu connais a vivement souhaité Ok. te laisser un message. Tu l'écouteras donc à la fin de cette émission. Je te laisse avec ça, on va pouvoir commencer. Super. Pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Donc Michael, tout d'abord en quelques mots, c'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours. Ben, j'ai fait un bac scientifique parce que mes parents, ils voulaient que je fasse un bac scientifique et moi, je voulais pas. Mais du coup, j'ai monnayé une caméra contre le passage de ce bac. Et donc, moi, j'étais très content. En plus, aujourd'hui, c'est le jour des résultats du bac. Et moi, j'étais très content quand j'ai eu mon bac. Je me suis dit, yes, j'ai ma caméra. Et ça m'a amusé parce que j'ai découvert que Jean-Paul Rapneau avait fait la même chose avec ses parents. Donc ça m'a fait sourire. Parce que le cinéma, donc c'est une passion de très longue date et ça faisait un peu peur à mes parents. Donc ils m'ont dit d'abord, écoute, passe un bac scientifique. Après, j'ai fait une école de commerce aussi, toujours pour les rassurer. Mais c'était une expérience formidable parce que dans cette école de commerce, en fait, j'ai fait beaucoup de reportages vidéo. J'ai créé, enfin, avec un ami, une association média. Et même à la fin de notre école, on était engagé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour faire un film institutionnel. Ok, trop bien. Voilà, c'est cool, ça m'a servi. Et puis après, ben, j'ai fait une 2e année à l'Écart, une école de cinéma, enfin. Et la 3e année à 3IS, enfin deux écoles où j'ai vraiment des bons souvenirs. Et après, écoute, ben, j'ai démarré, j'ai fait un petit peu, j'ai écrit et mis en scène des pièces de théâtre, dans vraiment un tout petit théâtre à Paris qui s'appelait l'Actéon. Et l'autre point, j'ai commencé en étant lecteur de scénarios. Et ça, c'était une formation formidable. Ok. Donc, j'ai lu des scénarios pour M6, pour le Studio Canal, pour SND, pour TPS, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais ça, c'est mon grand âge qui fait ça. Et c'était formidable de lire des scénarios parce que ça te forme beaucoup. J'écrivais déjà, mais là c'est très formateur de voir des scénarios qui se tournent, comment ils sont écrits, comment c'est fait, et surtout on est obligé de les analyser parce que le but d'un lecteur de scénario, c'est pas de dire ah, j'aime ou j'aime pas. Les gens qui nous payent, ils veulent une analyse, donc on est obligé de
réfléchir et d'analyser les scripts. Et ça, c'était très, très formateur. Puis on voit passer parfois aussi des très bons scénarios, donc c'est toujours bien. Et surtout, c'est important parce qu'on comprend les films qui se font et qui ne se font pas. Pourquoi les films sont préachetés ou pas, pourquoi ils sont financés ou pas. Parce que là, déjà, on voit un peu parce que c'est ça le cinéma, hein, ça coûte cher, il faut que ça se finance. Et puis, en parallèle, en fait, moi, je réalisais des courts-métrages et puis je commençais à écrire des scénarios un peu à droite, à gauche, un peu en télé. Et j'essaie de résumer ça quand même. Dans les moments importants, je pense que y a eu le fait de travailler sur la saison 1 de Braco, qui a été un moment quand même très chouette, où j'écrivais avec DOA, un auteur de la série noire. J'ai eu la chance d'avoir des co-auteurs qui m'ont beaucoup appris. J'ai travaillé aussi avec quelqu'un qui s'appelle François Iter, qui maintenant il est conseiller de programme à France Télé, mais c'était aussi quelqu'un qui m'a beaucoup appris dans l'écriture. Ainsi que Marie-Pierre Huster, qui est une script doctor, avec qui j'ai aussi appris pas mal. Enfin, c'était bien d'avoir un peu des aînés TED, qui te forment aussi, quoi. Je dis Braco parce que c'est à peu près à ce moment-là où j'ai arrêté d'être complètement lecteur de scénario et de travailler, de vivre de ma plume, en fait. Et d'écrire alors pour le cinéma, après en télé un peu, mais surtout pour le cinéma. Le premier film au cinéma, en fait, c'était À toute épreuve d'Antoine Blossier, que j'ai coécrit avec Sabrina Amara, qui se trouve être ma femme. Voilà. Donc c'était chouette d'écrire ça tous les trois, une comédie sur des lycéens qui veulent voler les sujets du bac. Et après, j'ai eu la chance en fait de rencontrer le producteur de Quad, avec qui je me suis vraiment très bien entendu, et avec qui j'ai travaillé sur plusieurs films avec eux. Ils m'ont présenté Mohamed Hamidi, avec qui j'ai la chance de travailler sur Jusqu'ici tout va bien. Et après, ils m'ont présenté aussi Mélanie Offret, qui avait fait juste un court-métrage qui démarrait, et j'ai eu la chance de l'accompagner sur son premier film, Roxane, et puis après qui était vraiment, chaque fois c'était des superbes aventures. Et c'est vrai qu'en parallèle, moi je faisais pas mal j'ai réalisé plusieurs courts-métrages, et le premier dans le cadre de Chambre 13, qui était une collection de 13e rue, et puis j'en ai fait plusieurs. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai un de mes courts-métrages qui s'appelle Prozac Tango. À l'époque, il n'y avait pas les litchis, il n'y avait pas tout ça, les cagnottes sur Internet, mais on l'a financé de cette manière-là. Mais alors, nous, en appelant des copains, en disant voilà, on a besoin de ça pour faire un court-métrage. C'est génial. C'est rigolo, donc il y a plein de coproducteurs sur ce cours. Et c'est fait, on était les ancêtres parce qu'à l'époque, Internet n'était pas aussi développé. Et il n'y avait pas encore les. Oui, c'est sûr. D'où ça part le métier de scénariste? Par quel intermédiaire tu te retrouves à bosser sur un projet? Comment on se retrouve sur un projet en tant que scénariste? Là, c'est souvent souvent des gens que je connais, des producteurs, des réalisateurs, des réalisatrices qui me contactent, qui ont une idée, qui ont un point de départ. Ça peut être aussi par mon agent. Récemment, mon agent m'a présenté une réalisatrice qui représentait, qui cherchait quelqu'un, et on s'est très bien entendu, et là on a commencé à travailler ensemble. Et après, ça peut être moi qui propose une idée aussi, c'est-à-dire ça peut être, en tant que scénariste, on développe, on a une histoire, un point de départ, un livre qu'on va adapter. Bon, c'est amusant parce que c'est pour une raison précise. Je parlais de À toute épreuve. À toute épreuve, Antoine Blossier, c'est quelqu'un qui vient du genre, et il voulait faire une comédie, mais il n'avait pas forcément le savoir-faire pour écrire une comédie. C'est pour ça qu'avec Sabrina, on lui a apporté ça. Ou pour la petite histoire, comme j'avais bossé sur Roxane, qui est une histoire de poule, après j'ai été contacté par Guillaume Medachevski, qui est un réalisateur qui fait des films souvent avec des animaux, et qui m'a appelé pour faire un film sur un chat, qui était donc l'adaptation d'un livre de Maurice Genevoix, Roux, qui s'appelle Roux. Et donc ça me fait sourire. Donc parfois c'est on fait un film sur une poule, après on vous appelle pour faire un film sur un chat. Concrètement, à quel moment est-ce que ton travail est terminé pour un film? Est-ce que une fois que le scénario est bouclé, tout est bouclé, ça s'arrête? Ou est-ce que il arrive que pendant le tournage, il y ait des réécritures en amont du tournage, etc. Comment ça se passe? Alors, on n'en a jamais terminé, en fait, avec l'écriture. Non, officiellement, c'est vrai qu'une fois qu'on a fini le scénario, il part en tournage. Mais déjà, il y a une première étape qui est, on fait une lecture, souvent, dans l'idéal, on fait une lecture avec les comédiens du script. Ça, c'est très important. Alors d'abord, en tant qu'auteur, c'est un moment magnifique parce que ça fait 1 an, 2 ans que tu vis avec des personnages, tu as des voix dans ta tête, et là, d'un coup, il y a des acteurs qui interprètent, qui incarnent, et c'est vraiment très, très, très touchant. En plus, moi, j'ai eu la chance à chaque fois d'être avec des acteurs magnifiques, quoi, tu vois, donc c'est super.
Ça s'incarne. C'est important de faire cette lecture parce qu'après, là, on entend les dialogues, on s'aperçoit de choses qui sonnent mal ou de choses. Alors, très souvent, à cette étape-là, tu sors plus la gomme qu'autre chose, que le stylo. C'est-à-dire que tu effaces des choses parce que parfois, dans les dialogues, tu te sens obligé d'expliquer des choses et puis hop, là, d'un coup, les comédiens, ils sont là et tu dis, bah non, c'est évident, on a compris. Et c'est un moment, c'est assez magique. Moi, je me souviens sur Jusqu'ici tout va bien, il y a Malik Bentala. Il a l'art, quand il lit un dialogue, il te rajoute, mais parfois c'est une virgule, il double un mot, c'est quasiment rien, et paf, ça te fait un rire. Et c'est assez impressionnant. Donc oui, il y a cette étape-là. Après, pendant le tournage, ça peut arriver qu'on te rappelle en disant on a un problème, et c'est m'est déjà arrivé d'être obligé de venir, il faut réécrire la fin, il faut revoir ceci, donc ça c'est un classique. Et c'est toujours pas fini, parce que après le montage, parfois il y a la post-synchro. C'est-à-dire qu'on fait la post-synchro, c'est-à-dire que les comédiens viennent se redoubler eux-mêmes, refaire les dialogues. Et là, on peut réécrire un peu les dialogues. Oui, c'est sur Mon chat et moi, il y a Corinne Maziro qui avait rajouté beaucoup de gros mots dans ses dialogues. Et donc, il a fallu réécrire un petit peu et dire « il ne faut pas qu'elle dise ça » et tout, parce que c'était quand même un film familial. Et bon, voilà, mais elle était super, elle est formidable dans le film. Vraiment, elle est géniale. Mais bon, donc on m'a dit, bon, tiens, on va réécrire. Et puis, c'est l'occasion aussi, parfois, de repréciser des choses. Ou, ce qui peut arriver, c'est qu'au montage, on décide de couper une scène ou d'en écourter une et il faut rajouter des petites choses dans le dialogue. Donc, ça peut arriver. Donc, voilà, même en post-synchro, vous pouvez continuer à travailler. Bon, mais après, là, quand même, une fois que le film sort... Oui, on espère bien que c'est terminé, oui. Évidemment, le gros du boulot, il se fait avant. Oui, c'est 1 an, 2 ans d'écriture, mais... On a encore parfois des petites choses à faire sur les films pendant la fabrication. On l'avait mentionné donc avec Mélanie dans notre entrevue qu'on avait fait tous les deux. Et tu l'as mentionné toi, Noué. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer à quoi ça correspond la mention de Script Doctor ? Alors, Script Doctor, c'est dans un moment où on travaille sur un script, on a quelqu'un qui est extérieur, et qui vient t'analyser un peu ce qui va pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un scénariste. Moi, ça m'arrive aussi d'être script doctor pour les autres. Enfin, voilà, on peut s'aider comme ça. On arrive, on regarde, et comme on a le recul, oui, c'est ça. On peut dire tiens, là, vous êtes un peu perdu, là, il y a ça qui marche pas. Et comme c'est un scénariste, il sait il sait soulever le capot. Ouais. Et il sait dire qu'est-ce qui va pas. Donc très concrètement, sur les petites victoires, on était arrivé à la 6e version du script. Il y avait une chose qui marchait pas complètement, et c'est Romain Compin qui est venu. Je lui ai dit d'ailleurs, pour moi, c'était plus un script ostéo, c'est-à-dire que là, il nous avait remis, comme si on avait la colonne vertébrale toute tordue, et il nous l'a remis droit. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, on avait décalé l'enjeu de l'histoire. On était obsédé par l'histoire de sauver l'école. Et lui nous a dit, mais non, c'est pas sauver l'école, c'est le rapport entre les deux. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'avec Mélanie, le tout premier document qu'on donne à Quad pour lancer le projet, le film s'appelait pas Les Petites Victoires, et on avait mis, je sais plus quel était le titre, mais en tout cas, en sous-titre, on avait mis Buddy Movie Breton. C'est-à-dire que en fait, notre idée de départ, c'était ce tandem. Ouais. Et on a un petit peu perdu ce qui peut arriver dans l'écriture, et en fait, il nous a ramené... Il nous a ramené dans le giron, quoi, de nous dire non, mais c'est ça votre histoire. Et c'est un rôle assez tout à fait important. Ouais, bah carrément. On peut imaginer, oui, que en plus de ça, il doit faire du bien quand il arrive, quand t'es à la tête dans le guidon avec tes co-scénaristes, quelqu'un de frais qui a pas du tout bossé sur le projet et qui remet vraiment un coup de fraîcheur sur tout ça. J'imagine que ça doit faire un grand bien. Ah ben c'est important, mais c'est vrai qu'en fait. Ça, c'est d'une manière officielle, mais même souvent, on se le fait entre nous, entre scénaristes, quand on se connaît, on se fait lire les choses, voilà. Il est là pour nous aider à refaire les choses, à réorganiser le script et à voir les failles, quoi. Eh bien, écoute, on va pouvoir passer à la seconde partie, place à la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite si jamais je te reposais la question demain après-demain, en fonction de tes humeurs, de tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes. Est-ce que c'est bon pour toi ? Ok. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust ? Je dirais L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch.
C'est un des films que j'ai vu Ok. le plus de fois dans ma vie. C'est un film que j'adore, quoi. Bah, j'ai l'affiche dans mon bureau. Enfin, vraiment, moi, c'est un film. Ouais, c'est un petit bijou. Je trouve que les comédiens sont exceptionnels. C'est vraiment. C'est des barres de rire déjà. Et en plus, c'est un film que plus je vois, plus j'apprécie. Parce que plus je vois même la qualité de la mise en scène, du montage, à quel point. Je trouve que les films de Lelouch, d'une manière générale, il y a une espèce d'énergie. Il y a quelque chose d'extrêmement énergique. Et ça vous met la banane, quoi. Ça vous met la patate, quoi, ces films-là. Et bien justement, Claude Lelouch, qui était l'invité d'honneur du festival de la Baule, du festival du cinéma et de la musique de film de la Baule, qui s'est clôturé là il y a quelques semaines à l'heure où on enregistre, et qui voilà faisait une masterclass, et on avait l'occasion de retrouver plein de ces musiques de film en fait dans un concert. Donc c'était j'imagine un grand moment. J'ai pas pu y assister, mais on nous a présenté ça à l'ouverture. J'étais à l'ouverture et c'était vraiment j'imagine un grand moment pour le festival et pour le cinéma français en général. Ton affiche de film préféré? Alors je vois derrière toi de nombreuses affiches, mais Alors, je dirais, mon affiche de film préféré, c'est un souvenir d'adolescence, c'est Le Grand Bleu. J'avais l'affiche dans ma chambre, parce que je suis de la génération Grand Bleu. J'étais ado au moment de la sortie du Grand Bleu. Et puis Luc Besson, c'était un cinéaste important pour moi, parce que sans doute, c'est un des cinéastes qui m'a donné envie de faire du cinéma aussi, parce que j'étais très, très jeune, et alors je voyais ses films, et ça me parlait beaucoup. Et je dirais Le Grand Bleu, parce que voilà, j'ai eu cette affiche longtemps, et oui, un beau souvenir. trop bien. T'as anticipé la question suivante. Ton dernier film vu au cinéma? Alors oui, alors mais si je peux parler d'un autre film que j'ai vraiment adoré, que j'ai vu juste avant, c'est Pourquoi tu souris, Ok, oui. que je trouve un super joli film, qui est vraiment le tandem Zadie-Kénard, il est formidable. Et il y a un esprit de comédie italienne. Et moi, j'adore, enfin voilà, c'est mon cinéma préféré, c'est la comédie italienne. En tant que cinéphile, moi, j'adore ces films-là. Parce qu'il y a un côté mauvais esprit. Très souvent, il raconte des choses très dures, mais avec le sourire. Et je trouve que ça donne. La comédie italienne, souvent, comme ce film-là, ça rend la dignité à des gens qui sont dans des situations difficiles. Et au lieu d'en faire des victimes, ben on en fait des roublards, on en fait des malins, on en fait des gars qui disent bon, allez, on est dans la merde, mais on va y arriver, on va faire quelque chose. Et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Et je trouve que ce film-là, il est très réussi. Trop bien, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, je l'attends avec impatience, de la même manière que j'attends Les Fantômes de Jonathan Millet, qui est sorti là la semaine dernière. J'attends que mon cinéma le passe, et je fonce en salle voir ces deux-là. Très envie de le voir aussi, Les Fantômes, ça a l'air très très bien. Ouais, ça a l'air génial, et j'ai vu Monte Cristo aussi il y a un petit peu plus d'une semaine, et quelle claque ce film, quelle claque, franchement c'est 3 heures exceptionnelles. Oui, un grand spectacle, ça fait plaisir de voir le cinéma français renouer comme ça avec le grand spectacle, quoi, avec le romanesque totalement assumé, d'aller dans des histoires très fortes, des dilemmes très puissants, enfin vraiment on y va, et c'est vraiment très réussi. Avant que le film sorte, on avait eu la projection à Cannes, et il y avait de très bons retours, mais c'est vrai que j'avais un petit peu peur avec le fait qu'il dure 3 heures en fait. Généralement 3 heures c'est assez repoussant pour une partie du public. Et ben là, il tape les 2 millions. Ça fait, on l'a appris hier, je crois, le film a atteint les 2 millions. Donc bah, c'est génial, et que force pour le film, et qu'il aille le plus loin possible. Ah oui, c'est mérité. Mais parce que la durée des films, en fait, il y a des films, moi il y a des courts-métrages que j'ai trouvé interminables, et j'ai vu des films de 3 heures où j'en demandais plus, quoi. J'en encore. La durée des films, c'est très mystérieux, quoi. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que tu pleures au cinéma? Ah si, il y a la Planète des Singes. Le dernier, moi je suis un fou des Planètes des Singes. Là, les nouveaux. Et le dernier, il y a des moments où j'étais pas fier. Mais surtout parce qu'ils ont remontré. Alors en plus, moi le truc, c'est que j'adorais César, et dès le début, ils refont un petit flashback là sur César. J'étais pas fier. Mais le film est génial. Le tout dernier, la Planète des Singes de Wes Ball, franchement, c'est du pur kiff et du pur cinéma. Blockbuster comme on l'aime en fait, c'est hyper bien fait, c'est bien réalisé, c'est magnifique en plus de ça. Hyper intelligent et tout, et c'est vrai que... Non, puis l'idée formidable de cette nouvelle série, c'est de prendre le point de vue des singes. C'est ça. Et on adore les singes, et on est contre les hommes dans cette histoire. Et c'est formidable. Et puis vraiment, César, et là le nouveau est très très bien, le nouveau personnage qu'ils ont créé, mais le personnage de César... Oui. Moi, c'est le meilleur personnage de cinéma, enfin de tous les temps. Vraiment, enfin, il est incroyable ce personnage. Une bande originale que tu aimes particulièrement?
Ah, une bande originale que j'aime particulièrement. Alors, écoute, moi, j'écoute beaucoup de BO. Ouais, toi aussi. Oui, bah oui, j'en écoute beaucoup, puis j'en écoute pour écrire, et je trouve je me mets des moods, en fait. Je cherche toujours le mood de la BO. Il y a quasiment tout Alexandre Desplat que j'écoute en boucle. Je sais que Argo, je l'ai pas mal écouté. Discours d'un roi aussi, je la trouve très belle. Enfin, il y en a plein, hein, il en a fait, mais il en a fait vraiment des sublimes. Et sinon, ça va être encore les Italiens. Moi, j'écoute plein de BO. Mais alors, à un tel point, j'écoute tellement de BO de films italiens que parfois des films que je n'ai pas vus. Non, mais c'est que là, c'est fou. Et par exemple, j'ai une BO que j'adore. J'essaie de regarder le film, j'ai pas tenu 5 minutes. Mais par contre, la BO est magnifique. Donc voilà, pour te dire. Mais il y a plein de Ennio Morricone. Enfin, il y en a plein. Nicolai, Stelvio Cipriani. Enfin, il y a tellement voilà. J'adore les BO des films italiens. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? Alors, mon souvenir le plus lointain de cinéma, je pense que c'est Bernard et Bianca au Grand Rex. Je l'ai vu au Grand Rex, voilà. Mais le souvenir le plus marquant, c'est un petit peu plus tard, mais je suis pas très vieux, mais c'est quand même l'Empire contre-attaque, parce que moi, je fais partie de cette génération qui a vu les Guerres des Étoiles dans l'ordre originel, c'est-à-dire la Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque, et puis voilà. Et donc, la fin de l'Empire contre-attaque, quand je devais avoir 6-7 ans, c'est très très marquant. Quand Luke Skywalker découvre que Dark Vador est son père, moi c'est simple, mais c'est presque enfin j'en parle parce que c'est une expérience, je pense que ça m'a structuré même dans ma tête, ça m'a appris la complexité des rapports humains, me dire les méchants sont plus compliqués que ça, les gentils aussi, enfin d'un coup c'était philosophique pratiquement, quoi. Alors que j'étais vraiment pas vieux, mais c'était un souvenir très fort. Ça. La dernière, l'iconique question, ton plat préféré? Mon plat préféré? J'allais dire le bœuf bourguignon parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, parce que je sais le cuisiner, j'aime bien. Mais bon, le couscous de ma femme est quand même formidable aussi. Donc, Ok. En tout cas, des bons plats à partager, quoi. Voilà, exactement. Comme un film. Alors, je me permets une petite anecdote quand même, c'est que quand j'étais vraiment petit, je voulais être cuisinier, et finalement j'étais faire du cinéma, et un jour je me suis dit mais en fait c'est le même métier, et j'ai compris ça grâce à une interview de Roberto Rossellini. Un jour, le grand cinéaste italien, on l'interviewe, on dit mais quel est votre secret pour faire d'aussi beaux films? Il dit c'est très simple, c'est exactement comme quand vous faites des pâtes, vous cuisez vos pâtes et puis vous prenez un peu de tomate, un peu d'olive, un peu d'ail, vous prenez des bons ingrédients et ça fera un bon plat. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, et je me suis dit mais oui, il y a la même idée de travail, d'apprentissage, et après le résultat, c'est pour faire kiffer les gens, faire plaisir aux gens. Et pour moi il y a un vrai lien entre la cuisine et le cinéma. Et j'ai vu qu'Artus aussi est cuisinier aussi, je crois au départ, et ça m'a amusé, et donc je me dis voilà, donc non, il y a un vrai lien entre le cinéma et la bouffe. Et alors ce qui est super, c'est les films sur la bouffe. Bah oui, ça c'est génial. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Tu écris de 2006 à 2016 3 films, La Traductrice, ton premier, puis À toute épreuve, on en avait parlé en 2012, Magic 7 en 2016, 2017, Belle consécration, prix du public au Festival de l'Alpe d'Huez avec le film Jusqu'ici tout va bien, coécriture du scénario avec Mohamed Hamidi. Un bon moment, comment tu vis cette expérience? Alors, c'était extraordinaire. Alors, il y avait aussi Khaled Amara, on était 3 à l'écriture, et moi c'est un de mes plus beaux souvenirs, parce que là où c'était magnifique, jusqu'ici tout va bien, bon d'abord le travail avec Mohamed et Khaled, c'était vraiment très chouette, parce qu'eux ils se connaissent depuis 20 ans, donc ils m'ont fait rentrer dans l'équipe, et donc ça c'était très chouette, ils m'ont fait monter à bord avec eux, et en plus bon, c'était un sujet sur lequel j'avais un peu des choses à raconter, puisque c'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui a des problèmes avec le fisc. Moi j'ai un père qui est avocat fiscaliste, donc j'avais un peu des petites choses à dire, puis des amis, mon meilleur ami est chef d'entreprise, donc j'avais pas mal de trucs à mettre dedans. Et puis le kiff absolu, moi j'ai vraiment deux grands souvenirs, 3, enfin plein en fait. Mais un des grands souvenirs, c'est quand même les coproducteurs de ce film,
Donc il y avait Nicolas Duval, le producteur, qui est le producteur d'Intouchable, mais il y avait aussi Olivier Nakache, Eric Toledano et Jamel. Donc j'ai eu une réunion d'écriture une fois où ils étaient tous dans la même pièce à me parler du script. Et là, t'es content de faire ce boulot. Et là, tu dis, en plus, on m'a payé pour faire ça, j'ai un peu honte, parce que vraiment, c'était un kiff total. Et Jamel qui nous a fait un numéro, et en même temps qui nous a sorti des trucs super justes. Et puis, oui, voilà. Et puis, Eric et Olivier, qui sont ils sont très, très, très bons, quoi, sur des dialogues, sur des intentions, sur des scènes. Chaque fois, ils nous disent, tiens, on peut faire ci, on peut faire ça. Et là, moi, vraiment, je me souviens encore de cette réunion, mais alors, c'était un moment magique, quoi. C'était magique. Et puis après, évidemment, il y a eu l'Alpe d'Huez, l'accueil du film, ça c'était assez incroyable. Année suivante, 2018, tu te lances au scénario en coécriture pour le premier long métrage d'une cinéaste que j'adore, et je ne crois pas me tromper que tu adores également, Roxane de Mélanie Offret, film donc présenté à l'Alpe d'Huez également. C'est quoi la genèse de cette collaboration? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, moi je travaillais beaucoup déjà avec Quad, et c'est Foucault Barré, alors je crois que c'était le premier film qu'il produisait. Il travaillait chez Quad. Et là, ça va être son premier film en tant que producteur. Il m'appelle parce qu'il avait repéré un court-métrage réalisé par Mélanie Offret, donc. Il me dit, j'ai vu un court-métrage formidable à l'Alpe d'Huez, voilà. Et cette réalisatrice, elle a un point de départ, elle a une idée de départ qui est vraiment chouette, mais il faudrait accompagner. Elle a 26 ans, elle n'avait jamais écrit de long, donc ça serait bien, tu vois, qu'elle soit accompagnée par quelqu'un comme toi et tout. Alors, et donc, c'est vrai que j'ai vu le cours que j'ai trouvé très bien. Et surtout, il y a eu la rencontre avec Mélanie. Et ce que je fais toujours avec les réalisateurs, réalisatrices ou co-auteurs éventuels, je leur dis toujours, parce que l'écriture, la coécriture, ça demande quand même une certaine complicité. C'est pas juste un collègue de travail. Quelqu'un avec qui tu vas coécrire, on va passer des heures et des heures enfermés ensemble, donc il faut vraiment bien s'entendre. Et je dis toujours, donc je propose toujours de faire une session de 3 heures, en disant, faisons une séance de 3 heures, puis on voit, parce que parfois, on verra si ça se passe bien ou pas. Et avec Mélanie, on a trouvé toute l'histoire de Roxane en 2 sessions, en fait. Enfin, elle avait son point de départ, cette idée de l'agriculteur qui veut sauver son exploitation, qui va faire des vidéos, tout ça. Mais il y avait tout à construire, les enjeux, poser les personnages, comment tout ça allait se développer sur toute une histoire. Et en fait, en 2 séances de 3 heures, on avait trouvé toute l'histoire. Donc on s'est dit, là, il y avait vraiment comme un coup de foudre artistique, quoi. On s'est dit, là, il n'y a pas de problème. Et c'était une super belle aventure, parce que puis de la voir grandir, parce que pour moi, c'est comme une petite sœur qui j'ai l'impression de tenir la main, quoi. Puis de la voir grandir, s'affirmer. Puis maintenant, ça y est, c'est une réalisatrice confirmée. On travaille sur, elle prépare son 3e film. Et c'est joli, quoi. De l'avoir vue, si tu veux, un tout petit peu hésitante, non, je sais pas, elle savait quand même ce qu'elle voulait faire, mais quand même, je l'ai vue grandir et s'affirmer. Et ça, c'est chouette. En 2019, Mon chat et moi, la grande aventure de Roro. Le film sortira en 2023, il est l'adaptation du livre de Maurice Genevoix. Comment est-ce que tu arrives sur le projet? Comment est-ce que tu es contacté? Parce que, il a... Non, mais c'est passé par un ami Facebook en commun qui m'a dit, comme tu as fait un film sur les poules, lui, il cherche un scénariste pour faire un film sur les chats. Et là, pareil, avec Guillaume, je vais le rencontrer dans sa maison en Normandie, et on discute, et j'ai vraiment, pareil, un coup de cœur... sa manière de voir les choses, de parler de son film, j'ai vraiment adoré. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'il me disait, ah là là, moi je suis pas scénariste, ah là là, moi je sais pas écrire. Et puis, à chaque fois qu'il m'expliquait toutes ses idées sur comment adapter le roman, j'étais déjà scotché. Je me disais, dis donc, heureusement que t'es pas scénariste, parce qu'il avait des idées super. Et c'était vraiment chouette. Et puis alors, moi j'ai une admiration sans borne pour lui, parce qu'il fait des films, tourne des films avec des animaux, mais c'est un truc de fou, quoi. Parce que les animaux ne sont pas dressés, ils sont imprégnés. Ils travaillent avec une imprégnatrice, c'est-à-dire qu'on élève des animaux ensemble pour qu'ils s'entendent, pour qu'ils soient... Et l'idée, c'est que les animaux, ils ont l'impression de jouer, en fait. Je suis passé sur le tournage, dis donc, pour filmer un rat qui devait faire 15 cm sur un toit, il a fallu 3 heures, je dis, oh là là. Donc, non, vraiment grosse admiration. Donc, lui, parfois, il va tourner... au pôle Nord, il va tourner dans des endroits impossibles, donc c'est assez impressionnant. Mais voilà comment ça s'est passé, et je te dis, puis il y a eu la rencontre, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a des rencontres où vraiment on se dit, tiens, on a des choses à faire ensemble, et on a d'ailleurs écrit
d'autres projets qui ne sont pas encore lancés, mais on a travaillé sur d'autres choses depuis avec Guillaume. Trop bien, hâte de découvrir tout ça. Et je rebondis un petit peu sur la technique d'imprégnation dont tu me parles. J'ai interviewé il y a quelques mois Gilles Demestre, qui est un cinéaste français et qui est maître en la matière d'imprégnation, parce que voilà, il réalise des films avec des jaguars, avec des loups, des lions, etc. Et c'est des vrais moments de cinéma, des vraies histoires incroyables. Et c'est toujours des super films, donc j'invite toutes et tous à aller voir ces films, et également Mon chat et moi, la grande aventure de... Oui, non, c'était belles aventures. Complètement. 2022, retour à l'écriture pour le nouveau film de Mélanie Offrette, Les Petites Victoires, un film d'une bienveillance et avec un humour très léger qui fait mouche à chaque fois. Gros succès, prix du public et prix spécial du jury à l'Alpe d'Huez une nouvelle fois. Je pense qu'encore 2 films sélectionnés au festival et tu pourras leur demander un petit rond de serviette avec ton nom dessus. Alors écoute, non, j'adore l'Alpe d'Huez. J'adore. J'ai été 2 fois, à chaque fois prix du public, donc je vais pas... Évidemment, je vais aimer, mais non, mais vraiment, le festival est hyper sympathique, hyper bien organisé. En plus, on voit des comédies, donc c'est sympa. Déjà, et puis il y a vraiment l'occasion de se côtoyer. On rencontre vraiment les gens, on peut se voir et tout, et on discute entre collègues, et c'est vraiment chouette. C'était magnifique. Ce qui est drôle, c'est que Les Petites Victoires, en fait, on écrivait le scénario pendant le confinement. Donc avec Mélanie, on était chacun chez soi derrière nos écrans. Et donc c'était un peu bizarre, on était dans ce moment du confinement, on était tous... Enfin, c'est peut-être pour ça, je pense qu'on avait vraiment envie de raconter des histoires de collectif, d'avoir des scènes de bistrot, et après, bon voilà, c'était vraiment joli qu'il y ait ce moment vraiment sur les Petites Victoires. Le côté, oui, script d'auteur, ou parfois d'avoir un regard extérieur, comme j'ai la chance de vivre donc avec Sabrina Amara, une femme qui est aussi auteure. Un moment sur Les Petites Victoires, je me souviens, on bloquait un petit peu sur la fin, parce qu'on ne savait pas trop comment boucler tout ça, et puis elle n'avait rien lu, et je raconte à ma femme, je dis voilà ce qui se passe dans l'histoire, et elle me dit mais à la fin, votre Alice, là, la mère, il faut qu'elle parte, alors elle m'avait dit, elle prend un avion, elle part, parce qu'il faut qu'elle aille vivre sa vie, et alors je me dis, ah ouais, c'est une bonne idée, donc j'appelle tout de suite Mélanie, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle me dit, mais oui, il faut qu'elle parte, mais en vélo, parce qu'évidemment, il y avait tout un truc avec le vélo, et puis c'est la grande passion de Mélanie, je trahis un secret, mais enfin bon, elle adore le vélo, elle passe son temps sur le vélo, elle adore. Et il y a eu cette idée que je trouvais ça vraiment super, et donc c'est pour ça que cette scène de fin du vélo, mais à quoi ça tient parfois, c'est quand on bloque, on discute, et d'avoir un regard extérieur, et ça aide à débloquer les situations. Complètement, tu es aujourd'hui donc à l'œuvre sur le prochain film de Mélanie. Je te demanderai rien sur le film, juste où est-ce que vous en êtes, plutôt milieu, début, fin du scénario? Là, ça fait 1 an qu'on est dessus, et là on a terminé ce qu'on appelle le séquencier, c'est-à-dire que c'est l'étape juste avant le scénario. C'est-à-dire on a la liste des séquences, un document qui fait 35-40 pages, dans lequel il y a toutes les séquences, on décrit tout ce qui doit se passer dedans. Où d'ailleurs on a eu un petit coup de main aussi de Romain, et là on est arrivé à ce stade-là, et là demain, vraiment concrètement, dès demain on se voit avec Mélanie, on va commencer à écrire vraiment les dialogues. Mais c'est intéressant, enfin je me permets de raconter ça parce que on a l'idée qu'écrire un scénario, on va commencer à écrire des dialogues tout de suite. Ça fait donc 1 an qu'on est sur cette histoire, qu'on a développé les personnages, l'histoire, tout ce qui se passe, et on va commencer à écrire les dialogues que maintenant. Voilà. Ouais, mais c'est important de le souligner, parce que tout vient pas en un claquement de doigts. On n'écrit pas l'histoire comme on la voit dans le film. En fait, c'est pas on voit une première scène avec un premier dialogue, etc. Ça se construit pas du tout comme ça. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler. Et ce qui nous empêche pas d'avoir plein d'idées de dialogue, c'est-à-dire que forcément dans ce développement, on a des tas de dialogues, mais on les note, on les met de côté, mais on s'astreint. Là, en plus, particulièrement pour celui-là, on s'est astreint vraiment à dire non, on raconte ce qui se passe dans la scène. Et il y a pas les dialogues, pour avoir le kiff après d'arriver au dialogue. Parce que franchement, quand on arrive au dialogue, en fait, c'est le bonheur du scénariste, parce que c'est qu'on a beaucoup travaillé avant dessus. Eh bien écoute, on va pouvoir avancer à la 4e partie. C'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on
on va jouer à un petit jeu, j'ai absolument aucun mérite puisque j'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu de cartes, ça s'appelle Focult et le jeu est super simple, les règles en tout cas le sont. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent les films, c'est horrible, c'est ignoble, mais le but c'est de retrouver de quel film ça parle. D'accord. Pour t'aider, on y va par ordre chronologique de sortie. La première est quasiment cadeau, on y va, un petit peu de pression. Et pour info, je l'ai légèrement modifié, tu comprendras pourquoi. D'accord. Après. Ordure, non. C'est cette vieille pseudo-comédie franchouillarde qui en est une. Le Père Noël est une ordure? Non. Oui, Le Père Noël est une ordure de 82. Oh non. Ils ont dit ça? Ils ont dit ça, c'est ignoble. C'est atroce, c'est atroce. Et donc j'ai rajouté juste ordure au départ, parce que sinon on avait juste non, c'est une vieille pseudo-comédie franchouillarde qui en est une, et là forcément tu peux pas trop deviner laquelle c'est. J'adore ce film, hein. J'ai vu pareil 1000 fois, je le connais par tout cœur. tout le monde l'a vu 1000 fois de toute façon. Le Splendide et Jean-Marie Poiré, de toute façon. C'est un point, l'honneur est sauf, on y va avec la seconde. Un Indiana Jones version culotte courte avec des rochers en mousse et des méchants caricaturaux à souhait. Un peu plus complexe. Un Indiana Jones en culotte avec des... Un Indiana Jones... Film de 85. De 85. 85, c'est pas les Goonies? C'est les Goonies, bien joué. Énorme. Alors les Goonies, à la maison, c'était la référence d'Antoine Blossier quand on travaillait sur À toute épreuve. À chaque fois, il parlait des Goonies. Super les Goonies. Mais oui, c'est génial, le film de Richard Donner. 2 sur 2, peut-être la complète. Un film pour les lecteurs de Psychologie Magazine. Ce qu'il faut, c'est simplement prendre des vacances, se débarrasser du stress et revenir au goût des choses simples façon Erta. Un film de 2010. Alors attends, oui, je vois l'idée, c'est genre un film de 2010. Revenir à des choses simples. Attends. Avec tout le fleuron du cinéma français à son casting. Un film avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Benoît Magimel. Oui, bien sûr. Je l'ai. Non, ne cherche pas. Oui. Attends, je vais le trouver, je l'ai. Les petits mouchoirs. Oui, joli, bien joué. Oui, enfin là, tu m'as bien aidé. C'est le casting, des petits mouchoirs. Oui, d'accord. 3 sur 3, bien joué. Je dis ça. Ouais. Mais c'est terrible, hein, d'entendre les... Là, les masques... tu pouvais écouter les vieux masquer la plume, et parfois, tu les entends, parce que nous, on a le recul, on sait ce que sont devenus les films, tu t'entends des choses. Mais... Eh ben, il est déjà l'heure de se quitter. On passe à l'ultime partie, c'est la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci. Faut goûter. On y est. Michael, tu as reçu un mail, normalement. Je te laisse l'ouvrir et écouter l'une des 2 pièces jointes. Alors ça y est, j'ai reçu. Donc j'écoute. C'est ça, je te laisse l'écouter, on se reprend juste après. Ok. Bon, je pense que Michael Souhaité va très vite reconnaître ma voix puisque je passe de très très nombreuses heures en sa compagnie, en sa très belle compagnie. Voilà, donc c'est Mélanie. J'ai la chance, j'ai cette très grande chance d'écrire avec Michael depuis bientôt 7-8 ans. Maintenant, on a arrêté de compter. Et c'est vrai que ça a été complètement incroyable parce que quand j'ai connu Michael, on va dire, j'étais une toute jeune cinéaste qui avait 26 ans et qui n'avait écrit qu'un court-métrage qui s'appelait Sois heureuse ma poule. Et puis, on s'est lancé dans cette aventure et ça a été plus que fabuleux de le rencontrer. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir rencontré une moitié d'écriture. Et c'est génial d'écrire avec lui. Il n'y a pas un matin où je me dis pas oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver. À chaque fois, c'est des journées toujours belles et pleines de surprises. Et j'ai envie de dire presque que je suis doigtière, Michael est gaucher, donc on forme ensemble un corps d'écriture. Et puis j'aurais envie de dire une petite anecdote assez rigolote parce que c'est ça aussi qui est bien avec Michael. C'est que si jamais il ne fait pas beau dehors, eh bien vous avez le soleil dans la pièce parce que Michael porte toujours des chemises mais extraordinaires. Et comme je sais que c'est un podcast et que les auditeurs n'ont pas la chance de voir ces magnifiques chemises,
Voilà, je voulais en faire une petite signature, une petite dédicace. Et j'en profite encore une fois pour lui dire que c'est du bonheur et que j'ai beaucoup de chance de l'avoir et que je l'embrasse très fort. Et merci d'être ce qu'il est. Oh là là, vas-y, j'ai bien fait de venir. Enfin, ah ouais, magnifique, bah, ça me touche beaucoup. Oui, alors heureusement, oui, j'ai une chemise, oui, qui est, voilà, ça va, à la hauteur de la réputation. Bah, ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. Bah oui, c'est ce que je te disais, c'est pour moi, c'est vraiment comme une petite sœur que je vois grandir et s'affirmer et devenir une femme en pleine puissance maintenant, ça y est, donc et une réalisatrice confirmée, donc c'est très beau, quoi. C'est vraiment une très belle relation, ça me touche beaucoup. Alors, pour la petite histoire, les chemises, donc ça me poursuit parce qu'effectivement, j'adore les chemises un peu colorées et tout ça. Et justement, quand on travaille sur Jusqu'ici tout va bien, ça donnait une idée au réalisateur, à Mohamed, qui a montré mes chemises à la costumière. Et c'est Loïc Legendre porte une chemise de la même marque que, voilà, je ne vais pas faire de pub, mais voilà, que les miennes. Donc voilà, si vous voyez Jusqu'ici tout va bien, vous verrez mon double de chemise. Donc, c'est très, 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 très gentil ce message de Mélanie, ça me fait très, très plaisir. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est Mélanie qui m'avait contacté pour me dire que vous aviez parlé ensemble de mon entrevue, donc l'entrevue qui était sortie en avril, et que tu étais très intéressé pour y participer. Tout à fait. Elle m'a donné ton contact et de fil en aiguille, on en arrive ici aujourd'hui. Je suis en ta compagnie. Et bien évidemment, quand je l'ai recontactée ultérieurement pour savoir si elle souhaitait te laisser un message, elle n'a même pas hésité une seconde, bien évidemment. Elle espérait même que je lui demande de te laisser un message. Et voilà, écoute, je la remercie si elle passe par ici. Je la remercie si elle écoute l'émission. Et merci à toi pour l'intérêt que tu as eu pour le podcast. Ah bah non, mais c'est très bien et c'est super de faire ça, je trouve, de donner la parole aux gens, de pouvoir faire découvrir les métiers et un peu les coulisses. Donc moi, c'est avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut suivre ton travail ou te retrouver peut-être sur... Alors, oui, je suis sur Instagram, mais je suis pas forcément très très actif. Enfin, si, ça dit, je fais de la pub si, je communique un peu sur les films qui sortent, aussi sur les films qui me plaisent. Bon, alors c'est amusant parce que ma dernière publication, c'est parce que j'ai rencontré l'auteur de roman Franck Tilliez. Il avait une chemise assez jolie et donc on a fait une espèce de concours de chemise. Donc voilà, on n'en sort pas. Voilà, mais oui, il y a des choses voilà, qui sont en cours. Et puis aussi en tant que réalisateur, j'ai un projet de film en tant que réalisateur, donc ça bientôt il y aura peut-être des nouvelles là-dessus. Trop bien. Hâte de suivre tes prochains projets. Michael, ça a été un vrai plaisir de t'accueillir réellement une nouvelle fois. Voilà, moi j'ai créé ce format pour mettre en lumière, mettre en avant celles et ceux qui fabriquent les films, voilà, les personnes de l'ombre, celles et ceux qui œuvrent pour que le projet auquel ils croient soit concrétisé et qu'on puisse voilà, nous le voir en salle, nous spectateurs le voir en salle, le découvrir. L'entrevue touche à sa fin. Michael, merci infiniment une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton temps, pour ta confiance, merci de t'être prêté aux nombreux jeux. J'ai hâte voilà, de suivre tous tes prochains projets, je l'ai déjà dit. Si vous voyez, j'imagine avec Mélanie, tu la remercieras une nouvelle fois de ma part pour son long et gentil message. Écoute, moi je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à bientôt. Merci beaucoup Jean-Charles, c'était vraiment un super moment, j'ai adoré, donc vraiment avec grand plaisir. Et je vais écouter le podcast avec grand plaisir, enfin, pas le mien forcément, je vais écouter aussi les autres. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon, à bientôt. Au revoir Jean-Charles.